Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. À mi-parcours de son mandat, Patrice Talon, le chef d'État béninois, tiendrait les rênes du pays d'une main de fer. Si là-dessus les avis sont partagés, ce n'est que secret de Polichinelle qu'il assume la charge sans son grand allié du second tour de la présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon, contraint désormais à l'exil depuis cette inoubliable journée du 18 octobre avec le fameux verdict de la Criette. 20 ans d'emprisonnement ferme, un mandat d'arrêt, 5 millions d'amendes dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne pure. Le président du patronat béninois va grossir ainsi le nombre d'exilés à l'ère du régime du nouveau départ. Presque une dizaine, rapporte-t-on. Chacun avec un dossier bien précis à lui coller au dos. Entre autres noms, sur la prétendue liste d'exilés, Valentin Dianontin, Simplice Kodio, Fatouma Amadou Djibril, Liali Soglo, la marche pour le développement du Bénin sous peu révélée au monde entier pour rester en phase avec la vision des gouvernants de l'heure. Serait-elle cette marche donc enclenchée dans l'exclusion de certains de ses fils au lieu de l'inclusion? C'est la grosse interrogation qui taraude depuis peu bien des esprits. Autour de la problématique, mesdames, messieurs, se fera le débat du jour au travers des analyses de deux professionnels des médias au regard, on peut le dire, diamétralement opposés sur la gouvernance actuelle. Thème au menu, supposé exilé politique sous le nouveau départ, corollaire de la lutte contre la corruption ou de la chasse aux sorciers. Déjà sur ce plateau, en ma compagnie, Félicien Fagnon, journaliste, il intervient au niveau du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, le matinal. Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est bon. En face de vous, un autre confrère, Nassis Ressou, c'est son nom, journaliste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, Palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Merci aussi pour la disponibilité. Ça fait toujours plaisir. Le plaisir reste partagé. Des Béninois résidant désormais à l'étranger, malgré eux, que dis-je, des personnalités d'un rang certain, on ne les compte plus du bout des doigts. Au nom, présentement, sur toutes les lèvres, pourrait s'ajouter bientôt bien d'autres noms, pas des moindres. Cela se susurre, ça et là. La scène, très amusante pour certains, elle est pour d'autres plus que préoccupante. Alors, chers invités, je me retourne vers Félicien Fagnon. Ce phénomène qui s'observe, comment le professionnel de médias que vous êtes l'apprécie-t-il? Bon, mais d'abord, je voudrais commencer par dire que pour moi, il n'y a pas encore d'exilés politiques. En tout cas, à l'heure où nous sommes. Mais vous observez un phénomène quand même. Il y a juste un phénomène qu'on ne peut pas encore qualifier d'exilé politique parce que, à mon avis et à ma compréhension, on peut parler d'exilé politique lorsque des gens ont des conflits avec le pouvoir en place et que c'est le pouvoir qui les poursuit et qui les menace. Ils sont sous une certaine menace et qui fuient. Ceux-là, on peut estimer qu'ils sont des exilés politiques. Mais si c'est des gens qui ont des conflits avec la justice, si c'est des gens qui ont des problèmes, des choses à se reprocher, et que de leur propre chef, sans être poursuivis, sans aucune difficulté, ils quittent leur pays, ils voyagent régulièrement, et que de là où ils sont, ils commencent par se faire appeler exilés politiques, je pense que c'est un abus de langage. Un abus de langage. On dira tout à l'heure au fond du sujet. Appréciez un peu, si possible, la liste ne sera pas exhaustive sans doute, mais ces grands noms qu'on cite, on essaiera d'apprécier chacun dans son parcours le virage du Bénin à l'exil, pour le dire quand même ainsi. Mais avant, oui, Nassis Ressou, le phénomène, vous l'observez aussi. Et quel est, vous, votre regard? Il est, il est très simple de constater que nous tournons progressivement la page de l'ère démocratique. Et si vous observez presque dans tous les pays qui sont animés de la dictature, c'est comme ça que des leaders politiques, des citoyens engagés
progressivement quittent le pays. Parce que Joël, vous faites cas de ceux qui sont partis en exil, mais vous ne faites pas cas de ceux qui sont en prison et ceux qui continuent d'aller en prison. Donc ces deux phénomènes, soit vous acceptez quitter l'environnement pour laisser ceux qui font droit de veto sur le terrain et qui ne connaissent plus la voie de la légalité, ou vous acceptez vous retrouver en prison. Il y a un troisième cas qui s'observe dans les pays où ça se passe, c'est que votre vie en dépend. C'est à vous de choisir. Vous choisissez entre les trois. Et ceux qui ne veulent pas choisir entre les deux derniers cas, c'est-à-dire la prison ou la mort, choisissent de quitter l'environnement et de laisser le terrain. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin n'est pas nouveau. Il suffit de faire 28 ans en arrière pour constater que c'est comme ça que des citoyens engagés de ce pays ont quitté le Bénin, ont laissé place. Et pour la suite, c'est quoi ? C'est la ruine du pays. Quand vous parlez de 28 ans en arrière, vous semblez replonger là, nos téléspectateurs dans la période révolutionnaire. Exactement, la période dictatoriale. Moi, je l'appelle la révolution. Ah bon? Il y a plusieurs, la période dictatoriale qu'on a connue sous l'aide du général Kérékou. C'est là où on est carrément retourné aujourd'hui. Vous parlez du Bénin actuel ? Bien sûr que oui. C'est parce qu'aujourd'hui, nous animons cela d'une certaine supercherie, d'une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Parce que vous savez, ce qui est écœurant, même en 80 février 90, pour mettre fin à ce régime dictatorial, il y avait encore des Béninois dans la salle à la conférence nationale qui pouvaient prétendre que ça pouvait continuer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, c'est-à-dire même si avec la conception qui est des voies contradictoires, on ne peut refuser que nous sommes retournés à plus de 28 ans, même en arrière, je dirais. Parce que là, tel qu'on est parti déjà un peu plus en 2 ans, dans ça, là, tel qu'on a viré, si réellement ça devait encore plus continuer, vous et moi, nous serons là en juger. Aujourd'hui, les questions de ces leaders-là, ça va descendre. Et observez, quand vous prenez mon téléphone ou bien vous prenez pour le téléphone de certains, vous allez voir les appels des citoyens, quand je dis citoyens, des amis et des parents, à vous supplier, vous dites, pardon, leur affaire. C'est qu'on est aujourd'hui dans une psychose générale. Hier, j'étais dans la rue en train de discuter avec un ami. Le vieux, il a quitté son portail pour voir, oui, pardon, il faut parler bas. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça. Ah bon? Je vous assure, ce que je dis, je l'ai vécu. Hier, je vous le dis, ce qui voudra dire que si nous avons encore l'opportunité ou la grâce de le dire par ici, il y a plusieurs autres personnes, citoyens béninois, qui pensent la même chose et qui ne peuvent pas le dire et qui ont peur pour nous et qui pensent que déjà nous sommes retournés à plus de 28 ans en arrière avec ce que nous... Quand la voie de la légalité est perdue, quand la justice n'est plus pour tous les citoyens, quand aujourd'hui la démocratie n'est plus l'apanage, n'est plus l'option. Parce que quand vous prenez le préambule de notre Constitution, ça exprime aisément que nous sommes contre toute forme de dictature, c'est-à-dire toute forme de loi arbitraire. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous, dans quoi nous sommes? On va apprécier, vous avez sorti beaucoup d'éléments là qu'on va apprécier graduellement, mais j'imagine que Félicien Fayon a un mot à dire avant ma prochaine question où j'y vais rapidement. Bon, j'avoue que je ne voudrais pas être dans la réaction, je voudrais plutôt apprécier les données. Questions. Oui, parlant des données, Félicien Fayon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous observez plutôt des Béninois qui décident de leur propre chef de quitter le territoire et puis d'où ils sont, ils lancent l'alerte de ce que, désormais, considérez-moi comme un exilé politique. Je disais, on va apprécier quelques figures. Je commence par la toute dernière figure. Je dis dernière parce que récemment, ça allait, ça revenait. Mais depuis cette date du 18 octobre, tout semble avoir changé pour lui. Je parle là de Sébastien Adjabou. Quand on prend le cas de cette figure, de la réelle politique, on peut le dire ainsi désormais aussi béninoise, comment vous appréciez sa position aujourd'hui? Je voudrais inviter Narcisse à me suivre religieusement. Narcisse, à vous suivre religieusement? Oui, parce que quand on prend le cas dont vous venez d'évoquer, le cas du président Sébastien Adjabou, il est parti du pays bien avant le 18 octobre dernier. Ça, c'est clair.
Et à l'audience du 2 ou 3 octobre, je crois que ces avocats avaient dit qu'au moment où on lui a envoyé la convocation, il avait un programme déjà en voyage et donc il ne pouvait pas être là. C'est pour ça qu'il leur a demandé d'aller le représenter devant la CRIET. Donc c'était le motif qui avait été donc évoqué. C'est qu'il a un empêchement, il a un voyage. C'est-à-dire qu'il a quitté le territoire national régulièrement, de façon régulière. Il n'a pas été chassé, personne ne l'a menacé, il n'est pas parti sous menace. Il a quitté le pays régulièrement. D'accord. Et quand il est parti, il n'est plus revenu. Il n'a pas tenté de revenir et il y a eu problème. À aucun moment donné, nous n'avons appris qu'il a tenté de revenir et qu'on le lui a refusé, ou bien qu'on lui a pris son passeport et qu'on l'en a empêché. À aucun moment donné, nous l'avons appris, même de la bouche de ses avocats. Ils ne l'ont jamais dit. Le 18 dernier, il n'était pas là. On ne nous a pas dit que c'est parce qu'il a un empêchement. Mais lui-même, le 18 matin, nous avons suivi sur RFI ses propos, où on lui demandait s'il compte revenir pour se présenter. Il a dit non, lui ne compte pas revenir parce que l'atmosphère actuelle qu'il y a dans le pays, que lui, il a peur, il pense qu'il n'a pas confiance en cette justice-là pour y aller. C'est ses propos, ça. Et effectivement, il ne s'est pas présenté. Ça veut dire quoi? À aucun moment donné, le gouvernement l'a menacé, il n'a reçu aucune pression politique, même la justice ne l'a menacé. On l'a juste convoqué. Et j'ai comme l'impression que nous avons peur du système dans lequel nous-mêmes nous vivons, de l'organisation que nous avons mise en place. La justice, c'est les hommes qui ont accepté, dans un état de droit, mettre en place une justice pour nous juger lorsque ça ne va pas. C'est les humains qui sont là-bas. Ce n'est pas des gens à deux tests. Et à la prison également, ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains qui sont à la prison. La prison veut dire, on vous prive de votre liberté d'aller et de venir. Simplement, pendant un temps donné. Vous trouvez ça simple? Puisque déjà, ils vont, ils reviennent. C'est des citoyens béninois, c'est des êtres humains. Et donc, il ne faut pas... Écoutez, aller en prison, c'est qu'on vous prive de votre liberté d'aller et de venir. Mais les gens sont en prison, ils communiquent, ils échangent, ils font tout. D'accord? Mais juste que la justice a requis contre eux un certain nombre de temps qu'ils doivent passer dans un lieu enfermé. Et puis après, ils vont retrouver leur liberté dès qu'ils auraient fini de purger leur peine. Là-bas, c'est des êtres humains, qu'ils soient pauvres ou riches. Alors, bien avant, c'est-à-dire qu'il y a environ 2 mois, la CRIET, la même institution judiciaire, a reçu des trafiquants, d'accord, de drogue qui ont été interpellés à la hauteur de Commet. La police les a couverts devant la CRIET les a jugés. Ils ont été jetés en prison où ils séjournent en ce moment. Alors eux, c'est des êtres humains. Eux, c'est des Africains. Eux, c'est des Béninois. Est-ce que vous voyez un peu? Alors pourquoi est-ce que d'autres se refuseraient d'aller en prison? Pourquoi est-ce que d'autres se refuseraient de se présenter devant la justice de son pays? Parce qu'ils sont qui? Parce qu'ils sont différents de ceux qui acceptent répondre à la convocation de la justice. Parce que eux, ils ne sont pas dignes d'aller se présenter devant un juge. Parce que eux, ils ne se voient pas dignes donc d'aller à la prison s'il le faut. C'est la lecture. C'est l'impression et c'est des questions, c'est des questionnements. Mais vous vous rappelez un peu plus tôt, le concerné, elle avait dit, parce qu'il a ajouté les éléments qui fondent sa crainte. Un peu plus tôt, c'est le même homme qui s'est présenté devant la justice de son pays. Et ce n'est pas une seule fois. C'est cette même justice qui n'a pas encore changé. C'est la même justice, d'accord, qu'il avait relâchée au bénéfice du doute. Je me rappelle avoir dit sur un plateau en 2016, je disais que M. Sébastien Adjavon n'a pas intérêt à être relâché au bénéfice du doute. Il a plutôt intérêt à poursuivre cette affaire-là, même si l'État n'a pas interjeté appel et que lui-même il devait le faire pour que, jusqu'en dernier ressort, cette affaire puisse être réglée. Sinon, à tout moment, la justice peut révéler le dossier. Nous en sommes là aujourd'hui. Mais si lui-même, il s'était contenté, s'il vous plaît, si lui-même, il s'était contenté de cette décision de la justice, puisque ces avocats ont dit qu'ils ont été prendre un certificat de non-appel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu, ils étaient même pressés d'avoir ce certificat-là. Donc, si lui-même s'était contenté de cette décision-là, et qu'il n'a pas fait appel, et que même si l'appel a parlé, il n'est pas allé devant la Cour suprême pour avoir la décision finale, pour obliger la justice à trancher définitivement cette affaire, c'est que c'est tellement, pas qu'il se reprend quelque chose, mais c'est que il a accepté vivre ce qu'il est en train de subir en ce moment. Nous ne lui souhaitons pas ça. On n'en est pas heureux. On n'en est pas heureux. Donc, mais je ne pense pas que M. Sébastien Adjavon soit un exilé politique parce qu'il n'a jamais quitté le pays sous aucune pression politique. On va demander l'avis de votre vis-à-vis avant de passer à un autre nom. Oui, Nassis. Nous parlons du dernier cas, Sébastien Adjavon. Ce qui me réjouit, c'est que Félicien a évoqué tout à l'heure que la veille du 18, qu'ils ont suivi. J'espère que c'est avec beaucoup d'attention.
l'argumentaire de Sébastien Adjavon, ses craintes par rapport aujourd'hui à la justice, ses craintes qui font les raisons de son absence pour se présenter devant cette justice. Et si vous l'avez écouté religieusement, il a prouvé A plus B, il a dit plutôt, je dirais, A plus B, la procédure qu'il a amenée jusque-là devant la justice, qui s'est présentée, comme je vous le disais plusieurs fois devant cette justice. Mais quand on crée une justice d'exception, et ce n'est pas de moi que ça sort même des acteurs de la justice qui condamnent l'existence de cette cour qu'on nous a créée nuitamment dans ce pays et qui aujourd'hui semble n'être créée que pour poursuivre des opposants, des leaders politiques, comme le cas de Sébastien Adjavon, où tout à l'heure Félicien disait qu'il aurait intérêt à poursuivre lui-même. Mais quand il a fait, j'espère que Félicien sait très bien que Sébastien Adjavon, parce qu'on l'a acquitté au bénéfice du doute, qu'il est resté à croiser les bras. Mais non, pas du tout. Il a relancé ce dossier. Mais la justice de ce pays a bloqué ce dossier. Ça n'a pas connu un aboutissement. Jusqu'à ce qu'une cour d'exception puisse venir aujourd'hui pour le condamner à 20 ans de prison avec amende et un mandat d'arrêt international. Imaginez, et vous dites que cette justice est une justice, ça fait partie de notre justice. Il semble qu'il y a contradiction dans ce que vous dites. Vous avez non, dit, laissez-le poursuivre. Il a dit tout à l'heure que lui-même il a poursuivi le dossier. Ça dit que quoi? Il a interdit appel, n'est-ce pas? S'il a interdit appel et que le dossier a été bloqué, il devait être heureux de revoir ce dossier, refaire sur place. Oui, il a non, ça, ce n'est pas encore une preuve, ce n'est pas encore un argument de contradiction. Non, pour nos téléspectateurs, c'est important peut-être de souligner avant de vous laisser poursuivre. Oui, là-dessus, il a souligné le caractère exceptionnel de l'institution actuelle qui connaît du dossier, les conditions dans lesquelles ce dossier a été transféré, la composition de l'institution en question et le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, comme le souligne Narcisse Ressou, et pour nos téléspectateurs, ce débat se veut sérieux, le plateau se veut toujours sérieux. Il faut dire qu'ils sont nombreux, les hommes de droit, à décrier cette institution. Tout n'est pas rose, il ne faut pas faire ce qu'il y a à faire. Donc là-dessus, Félicien Fayon, vous devez être d'avis qu'il y a des choses à revoir concernant cette institution. Non pas que les Béninois n'en veulent pas, mais dans le fond, il y a des choses à revoir, toujours pour le respect des droits humains. Nous allons poursuivre. Oui, Félicien Fayon, vous aviez la parole, vous étiez dans vos démonstrations. Bien sûr que j'avais la parole. On revient, puisqu'il y a beaucoup de noms. Oui, et quand on ne permet pas à des avocats qui doivent défendre leurs clients d'avoir accès à ce dossier, au dossier de leurs clients, ça dit, moi, je ne suis pas un homme de droit. Mais quand j'entends cette déclaration, quand j'entends de ces genres de choses, je dis, nous sommes rentrés dans un merdier. Je l'ai dit et je le redis, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est à décrier. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, la justice n'est plus pour tous les citoyens. On a l'impression que la justice appartient aujourd'hui au gouvernement. Et moi, j'étais ahuri. Et je comprends maintenant, quand le 1er août, le chef de l'État lui-même jette de l'opprobre sur la justice pour dire que la justice, elle n'est pas indépendante ou elle est corrompue, le 1er août dans cette déclaration. Et quand je vois, si c'est pour cette raison qu'on crée sa justice à soi-même, c'est des questionnements aujourd'hui. Parce que, et quand c'est comme ça, nous ne sommes plus en démocratie. L'état de droit a disparu. Et quand l'état de droit disparaît, les citoyens non plus, ceux qui peuvent, ne peuvent que prendre la tangente. Et malheur à ceux qui ne peuvent pas, parce que tout le monde doit être contraint au silence pour vivre la dictature. Narcisse Ressou, la question et le sujet est bien précis. C'est le tollé autour de la question des îlets politiques. Est-ce qu'on en est véritablement là? C'est en fait, mesdames, messieurs, le sujet du jour. Et ensemble, nous sommes appelés à apprécier le parcours de chacun de ces hommes. Donc, Narcisse Ressou, sur la question, la première figure citée qui fait toller, c'est bien Sébastien Adjavon. Alors, au regard des faits, peut-on aujourd'hui dire que Sébastien Adjavon est un exilé politique? C'est sans nul doute. Sébastien Adjavon est un exilé politique. Et tout citoyen béninois épris de droit et de justice, c'est le caractère d'un citoyen contraint à l'exil. Si Sébastien Adjavon s'était présenté, rassurez-moi qu'il serait aujourd'hui libre de ce mouvement pour une justice menée de façon solitaire, de façon cavalière,
pas une justice démocratique, si je peux me permettre de m'exprimer ici. Dans ce cas, ne me dites pas que ce dernier n'est pas un exilé politique. Il y a dans tous les cas aujourd'hui, si vous prenez chacun des cas, il y a toujours vice de forme. Sérieux? Bien sûr, prenez les cas... On va passer à un autre cas pour que vous nous faites la transition. On va à Valentin Dianontin, le député, qui était attendu. Et puis après, il est parti pour... il était en mission, lui aussi. Il devait revenir au pays. On ne l'a plus vu. Bien sûr. Et puis, on a entendu parler aussi des idées politiques. Je suis heureux que Félicien puisse dire que c'est la justice. Mais on a connu dans ce pays que c'est le Conseil des ministres qui s'est érigé en justice, qui d'abord ventile le nom des accusés, qui les condamne d'abord, avant que la justice elle-même ne se saisisse du dossier, et comment ou bien qu'ils ne transmettent les dossiers à la justice. Et dans ces cas-là, prenez le cas de la Sonapra qui doit être, dont les concernés sont les Valentin Dianontin et Fatouma Amadou Djibril consorts. Comment on peut auditer une structure sans écouter les mises en cause, les concernés, les acteurs? Vous avez écouté, non? Vous avez d'aller se faire écouter, non? Vous avez auditionné une structure. Félicien Fayon vous dit que c'est l'occasion. Mais la Cour, pas du tout. Il y a déjà vice de forme. Ce qui voudra dire, on sait là où on veut aller. S'il n'y a pas eu vice de forme, la Cour constitutionnelle de notre pays ne statuerait pas que la procédure est biaisée et que cela ne devait pas être le cas. Et si on a voulu foutre en l'air toute cette juridiction-là pour faire ce qu'on veut, aujourd'hui, si ces derniers-là n'ont plus leur immunité et s'ils sont exposés à être arrêtés à tout bout de champ et qu'ils décident aujourd'hui de ne plus être au pays, comment ne les appellerait-on pas des exilés politiques, compte tenu de leur prise de position? Et vous savez quand leur déboire a commencé pour Valentin Dianontin et consorts, c'est dès le congrès FCBE à Parakou, dès le lendemain, dès qu'ils sont revenus de Parakou. Et vous savez quand ça a pris d'autres tournures, dès le rejet du dossier par rapport à la révision de la Constitution. Donc et vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire ici. Ah bon? Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire ici. Malheureusement, parce que ça va... Merci de nous dire l'essentiel. Alors oui, Félicien Fayon, il pense étrange, Valentin Dianontin, qu'il s'agit là encore d'un cas d'exilé politique. Je pense que sur le plateau, il n'y a que des journalistes. Oui, il n'y a que des journalistes pour l'instant. Mais vous pouvez avoir des agendas cachés. Mais vous êtes appelé à révéler ça aux téléspectateurs. Lorsque l'on prend position sur un sujet et qu'on reste, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire borné sur le sujet là, et que bon, on ne veut pas changer d'avis. Vous pensez que votre vis-à-vis est borné? Non, je dis être borné. Je laisse Félicien le dire. Je pense que c'est difficile de faire des analyses un peu techniques. Allez-y, vous faites technique, les téléspectateurs vont apprécier. Nous sommes sur le cas Valentin Dianontin. Oui. Voyez, il a été ministre dans ce pays, il a géré des affaires. Il a été ordonnateur de budget au niveau de son ministère. Il a été impliqué dans beaucoup de dossiers. D'accord. La justice de son pays, le gouvernement a commandité un audit et a rendu publique la décision. Ce n'est pas le gouvernement qui juge. Le dossier a été transféré à la justice. La justice a demandé au Parlement, dans lequel il se trouve aujourd'hui, de lever son immunité. Le Parlement a accepté, lui, lever l'immunité. Pour dire, aujourd'hui, vous pouvez être appelé à répondre devant la justice de vos faits, pendant que vous étiez membre du gouvernement. C'est quand même simple. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais on a levé son immunité, il est resté dans le pays, il a circulé tout le temps, il a continué pas à parler, il s'exprimait très bien, il n'y a pas de problème. Il se prononçait, il opinait sur toute question. Mais celui-là va en mission et refuse de revenir au pays. Vous ne pensez tout simplement parce qu'il y a une convocation de la justice qui l'attend. Ça, ce n'est pas le gouvernement. C'est la justice qui, après une longue procédure, parce que la procédure a été respectée, son immunité a été levée et ce n'est pas lui seul. Ils sont un certain nombre de députés. Celui-là, aujourd'hui, refuse de se présenter devant la justice, alors que lui, il avait déjà dénoncé le fait de n'avoir pas été écouté lors des audits. Et il avait dit, d'accord, dans les médias, sur beaucoup de médias que nous avons écoutés, que lui, il est prêt à se faire écouter. Il est prêt à se présenter devant la justice. Mais aujourd'hui, celui-là, on le convoque et il disparaît. Et vous pensez que celui-là, il faut le considérer comme un exilé politique et il faut dire que celui-là est responsable? Je pense que non. Vous ne le trouvez pas responsable? Non, du tout pas. Lorsqu'on fiche sa justice, lorsqu'on refuse d'aller se défendre, je pense qu'on est en train de fuir ses propres responsabilités. Quand on vous accuse... Félicien Fayon, vous citez, vous m'appelez... Je vous dis que lorsque... Oui, bien sûr, parce que lorsque on vous accuse de quelque chose et vous refusez vous-même d'aller vous défendre, mais je pense que c'est très grave. Vous fuyez votre responsabilité, c'est que vous acceptez d'abord l'accusation dont vous êtes obligé.
il vaut mieux aller dire ce que vous savez du dossier, votre degré d'implication. Et si possible, plaider non coupable si vous n'êtes pas coupable vous ne vous reconnaissez pas coupable de ceux dont on vous accuse. Mais vous refusez de répondre. Vous n'envoyez même pas, pour lui c'est même pire, il n'a même pas envoyé quelqu'un, même pas un avocat. Vous trouvez? Et il reste là-bas et il parle. Vous m'arrachez le sourire parce que... Et vous pensez que ceux-là, il faut les considérer comme des exilés politiques. Alors qu'au même moment, et dans ce même pays, nous avons vu M. Désiré Vodonou qui a fui la justice. Dans ce dossier. Ça client de l'autre côté. Je vous lis rapidement. Et qui est revenu se présenter lui-même. Il est venu se rendre. Je Mohamed Attao Henro, sous ce même régime, au cours de cette année, avait fui, mais est revenu lui-même se rendre, sans même que son immunité ne soit pas élevée. Je pense que ceux-là, c'est des êtres humains, c'est des Béninois aussi. C'est dangereux. Quand Félicien parle de technique, que le débat doit être technique et je le vois avancer, s'aventurer dans ses arguments. Je pense qu'il est Moi, je ne fais pas des affirmations, mais je donne des exemples. Parce qu'il donne des exemples, il dit que Valentin Djelonté a été 4 fois ministre. Mais quand on a fouillé dans ces 4 ministères, on n'a rien trouvé. Et c'est par rapport à une commission interministérielle. Et c'est celui-là qu'on pourchasse. Et quand il a donné les détails... Il peut pas aller se défendre. Attendez, dont le gouvernement prenait à l'époque des décisions. Et bien sûr, j'en viens. Quand Félicien me dit qu'on parle politique, on prend position, alors qu'on a entendu Valentin dans ce pays dire lui-même qu'on a négocié avec lui au Parlement pour dire, c'est-à-dire de prendre position, enfin de réviser la Constitution pour qu'il n'y ait plus de poursuites, qu'on n'enlèvera plus leur immunité, mais que lui ne fera pas. Il fera tout ça. Mais il a dit à l'Assemblée nationale, il a dit à l'Assemblée nationale qu'il faut prendre avec pincette. Il n'a avancé aucune preuve. Attention. Si vous le soutenez dans cette propos, quand Félicien vous dites que c'est technique, quelle juridiction dans notre pays a habilité à prendre, par rapport à la justice, un ancien ministre? C'est la créette. La Constitution, elle est déjà abortée, on l'a déjà rejetée par où? Dans la poubelle, comme disait l'autre? Non, soyez un peu sérieux. Et je vais finir par les propos de Maître Adrien Oumbédi lui-même, pour dire, quand il a écrit son livre « Il y a de richesse que d'hommes », que cela l'interpelle, s'il peut nous suivre. L'assistance juridique a pour moi valeur de sacerdoce. Elle est sacrée, faisant définitivement mienne l'idée selon laquelle tous les hommes sont égaux en dignité. J'affirme que le criminel le plus haïssable, l'individu le plus méprisable, a le droit d'être défendu et accompagné. Je tiens pour nécessaire, pour impératif, l'aide à toute personne en difficulté sur les pistes souvent piégées du droit et de la loi. Défense pour l'avocat, c'est d'aider à la manifestation de la vérité. C'est libérer la loi du carcan de l'univocité. C'est convoquer le regard de l'équité sur le droit positif. Et je dis ça par rapport au cas Sébastien Adjavon. Et si l'auteur de ce livre... Vous avez encore laissé le cas Djenotin? Non, le cas Djenotin, je l'ai développé, je l'ai déposé. Et je reviens sur cette situation. Il a raison de dire qu'il est un exilé politique. Mais il est un exilé politique. C'est la haute cour de justice. Il a raison quand les femmes sont biaisées. De venir se défendre. Non, il a raison. Ok, par rapport à ce qu'il dit là, j'ajoute, permettez-moi. Je dis, c'est toujours Maître Adrien Oumbédi qui dit ici. Je rends grâce à Dieu. Quelques jours après, j'étais condamné à mort par un comité pour avoir fait mon métier, victime à mon tour de la raison d'État, sans suivre 15 années d'exil. De cette longue épreuve, j'ai tiré la certitude que l'État de droit est un bloc. Il est ou il n'est pas. Seules les institutions stables, fondées sur la séparation des pouvoirs, peuvent l'assurer avec solidité. Invoquer la démocratie tout en renseignant les droits individuels ou collectifs ne peut avoir comme résultat à plus ou moins long terme que l'autocratie ou la dictature. Obligé de fuir le Bénin pour avoir professé que l'état de droit... Un exercice de lecture du livre de Maître Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Qui dit, pour finir en une phrase maintenant... Pour finir en une phrase maintenant... Obligé de fuir... On est en train de faire pratiquement... Obligé de fuir le Bénin. Obligé de fuir le Bénin pour avoir professé ce que l'état de droit est un impératif qui s'impose au gouvernement comme au gouverné. Je me suis rendu à Paris
dont vous connaissez la suite. Ce qui voudra dire, ce qui se passe aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous a retourné à 28 ans en arrière. Et le triste sort, c'est que celui qui dit ça, celui qui écrit ça, aujourd'hui, est partisan de ces actions-là. C'est devant lui qu'on a créé cette cour d'exception-là. Lui, un avocat. Et c'est ahurissant aujourd'hui de se voir comme des leaders politiques, hommes de droit, ayant eu ce parcours pactisé à cet état de choses dans notre pays, où la démocratie aujourd'hui est mise sous boisseau. Et là où nous sommes, si nous, jeunes, qui n'avons pas connu cette période, ne faisons pas attention à là où nous allons, quand je le disais tantôt, mort dans l'âme. Qui parle, mais c'est l'acteur politique. Non, il a la parole. Vous allez statuer tout à l'heure. Félicien Fagnon, s'il vous plaît, vous avez votre temps d'antenne. En le faisant comme ça, vous l'empêchez de faire son... S'il vous plaît, son développement, et vous empêchez les téléspectateurs de vous suivre. Le sujet reste d'actualité, c'est ça le démarche à lui. Félicien, on ne va pas l'empêcher d'apporter les chantiers qu'il pense les plus disants pour lui. Alors, dans ce sens, je disais tout à l'heure, ça clientait de l'autre côté, il y a un téléspectateur qui dit qu'il aimerait bien que Félicien Fagnon, par transposition des données, lui donne la réponse, la main sur le cœur. Qu'il a cité le cas Vaudouno, il a cité le cas Ataourenro, des gens qui sont venus parce que croyant à la justice de leur pays, et qu'on se rappelle un peu comment tout ça s'est passé. Qu'il se rappelle aussi, et que sans doute que vous ne l'oubliez non plus, puisque vous dites que ceux-là n'ont pas été responsables, ne se sont pas montrés dignes de la nation. Que dites-vous, vous, quand vous replongez un peu dans le dossier opposant Patrice Talon à Yayi Boni, où l'homme a dû lui-même prendre la clé des champs? Vous répondez quoi à ce téléspectateur? Ouais, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que M. Patrice Talon, en 2012, n'avait pas quitté le pays sous une menace de poursuite judiciaire. Jamais. Il n'avait pas quitté le pays parce qu'on l'avait convoqué. Il n'avait pas quitté le pays parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Il n'avait pas quitté le pays parce qu'il y avait un conflit entre lui et la justice. À aucun moment donné, M. Patrice Talon avait quitté le pays nuitamment et précipitamment parce qu'on lui avait fait part de ce que le chef d'État d'alors avait demandé que le haut commandement militaire l'amène chez lui, mort ou vif. Il avait eu peur. Et dans ces conditions, c'est l'information qu'il avait faite. Vous ne savez pas si les autres ont eu des informations. Non, mais il l'a dit sur RFI lorsqu'il est parti. C'est ce qu'il a fait, qu'il a dû fuir le pays. Félicien, ce n'était pas un mandat d'arrêt contre lui. Vous pensez que cette et donc, parole... c'est arrivé là-bas, s'il vous plaît. Félicien, si vous pensez là-bas. Joël, tu notes très bien qu'il y a des affirmations. Si vous pensez que ces phrases vaut pour preuve, pourquoi ne voulez-vous pas que les propos que ces derniers tiennent aujourd'hui valent pour preuve dans leur position? S'il vous plaît, en 2012, des informations. Vous et moi, on était là, on était vivants. On a été témoins quand même de cette déclaration-là. Et on sait qu'au moment où Patrice Talon quittait, si les archives sont là, il n'y avait aucun dossier qui l'opposait à l'État béninois devant la justice. Il n'était pas parti parce qu'on voulait l'arrêter. Ah bon? S'il vous plaît, s'il y en a, vous pouvez le rappeler. Ah bon? Et que c'est une convocation qu'il avait fait fuir le pays, ou qu'il a voyagé et a refusé de revenir parce qu'il y a une convocation qui l'attend. Vous vous rappelez bien que il est parti. Et c'est qu'après son départ, qu'il y a eu cette affaire de tentative d'empoisonnement, qu'il y a eu cette affaire de tentative de coup d'État, que c'est après son départ du pays qu'il y a eu ces affaires-là. Et qu'on a même dit que c'est de son exil qu'il a commandité, qu'il avait commandité ce supposé coup. C'est de son exil, donc de là-bas. Ce n'était pas parce qu'au moment où il était ici. Donc, c'est des cas différents. Il faut que les gens cessent donc de faire de l'amalgame. C'est des cas différents. Ceux qui ont fui la justice, sont différents de ceux qui ont fui le pays parce qu'ils étaient sous une menace. Et Patrice Talon, alors, à l'époque, avait des problèmes avec le chef de l'État. Il avait des problèmes avec lui. Aujourd'hui, quel est le problème que M. Sébastien Diamant avec M. Patrice Talon, chef de l'État? Aucun. Quel est le problème que Zénotéa a avec Patrice Talon aujourd'hui? Quel est le problème que Léa dit, Fatoumata, tous ceux qui ont fui sans être poursuivis là, tous ceux qui ont fui le pays là, quel est le problème qu'ils ont personnellement avec le chef d'État? Ils n'ont aucun problème avec eux. Et pourtant, en tout cas, à notre connaissance. Parce qu'on a entendu les acteurs concernés. On a entendu Léa a quitté parce qu'il a fait obstruction à une procédure policière. Les gens ont voulu le prendre. Il a fait rapidement la réaction de Narcisse. Dans la même discipline, prenons sa réaction. Narcisse a laissé la parole il n'y a pas longtemps. Oui. D'accord. Je voudrais expliquer que nous devons faire en sorte que, notre justice, nous puissions avoir confiance en elle-même. On dénonce la création de la CREETS. Est-ce que c'est le gouvernement qui crée une cour d'exception de justice? C'est le gouvernement, mais c'est le Parlement. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'au Parlement, ce qui se passe, c'est M. Patrice Talon qui est là? Pourquoi est-ce que nous avons cette idée-là? Si on n'a plus confiance en nos institutions, on n'a qu'à les dissoudre. Carrément.
Mais si nous prétendons diriger le même pays demain, si hier on avait eu à le diriger et qu'aujourd'hui on remet en cause cette institution que les mêmes personnes avaient utilisées, mais je pense que ce n'est pas la peine. C'est une manière de jeter de l'opprobre sur son propre pays. C'est une manière d'intoxiquer le pays à l'étranger. Et je pense que, comme l'a dit M. Boni Yahi, comme il l'avait dit par le passé, la tenue que vous portez au président pendant qu'il est au pouvoir, vous-même vous allez venir et vous allez la porter et on verra si vous êtes propre ou bien si vous êtes sale. Parce que tout ce qu'on reproche aujourd'hui à la justice, et on est en train de faire croire que notre justice est manipulée par le pouvoir actuel. Et quand on le dit, c'est qu'on sème de la psycho dans la tête des Béninois, des positionnaires qui vont même devant la justice. On croit que ceux-là vont croire que la justice n'est plus crédible et que tout ce qui se passe, c'est du palais, qu'on commandit tout et qu'on manipule tout, c'est faux. Les magistrats ont prêté serment. Les magistrats ont prêté serment. Mais la justice a quel problème? Aucun. Les magistrats ont prêté serment, ils ont étudié, ils ont prêté serment, ils ont été recrutés et ils sont en train de faire leur travail. Donc si nous remettons en doute tout ce qu'il faut comme travail et que nous estimons que notre justice est manipulée, je pense que si nous réussissons comme ça à détruire la justice dans la tête des Béninois, on doit réussir à déstabiliser l'état de droit de notre pays. Et je pense que c'est nous plutôt, c'est ces opposants-là plutôt qui auront donc contribué à déstabiliser l'état de droit au lieu donc de la... Narcisse Rassou, votre réaction par rapport à ce point concernant la réaction de tous les téléspectateurs par rapport aux événements qui se sont produits quelques années plus tôt. Et on poursuit avec Fatouma Amalou Djibril. Mais allez-y rapidement. Je vais revenir, mais quand il dit que ce sont les opposants, j'ai rappelé ici tout à l'heure que c'est le premier magistrat même de ce pays qui a traité la justice de ce que dit Félicien. Et un jour phare pour l'État béninois. Donc ce n'est pas les opposants ni quiconque, un quidam, qui crée de la psychose. Et ce qui est dit s'observe, malheureusement. Et qui tend là, quand Félicien trouve comme parole d'évangile que le chef de l'État actuel avait quitté le pays parce qu'il avait des menaces et que ce sont ses dires, mais condamne-moi, puisque puisse dire tenir les propos de Valentin Djenoté, qu'il a eu à dire à l'hémicycle sans embâche que là, il y a un mensonge ou bien que j'ai pris de position. Je me demande finalement entre nous deux qui est en train de prendre position. Par rapport à 2012, il y a des faits. Et vous avez écouté religieusement, écoutez le religieusement. Et les journalistes j'en suis également. Par rapport à 2012, il n'a qu'à rappeler en 2012 le dossier qui avait fait... Par rapport à 2016, à 2017 et à 2018 aussi, il y a des faits. J'ai rappelé les faits, j'ai rappelé la procédure de la révision de la Constitution et le refus des opposants de céder à ça. Il y a plusieurs choses. Donc, nous sommes là, nous ne sommes pas morts. Et maintenant, si hier, on a pensé qu'on a fui et qu'on est allé dire sur RFI que la justice n'est pas indépendante, qu'on est allé dire tout ça là sur RFI et qu'aujourd'hui, on condamne ceux qui ont pris la tangente, moi, je reviens à une chose. Le peuple béninois a été dupé. Dupé parce que ceux-ci ont pris le pouvoir simplement parce que ils ont exhibé aux populations qui avaient plus de justice dans ce pays. Ils ont exhibé aux populations qui avaient plus la démocratie. Ils ont exhibé aux populations que l'état de droit a disparu. Mais malheureusement, c'est encore sur le regard piteux de cette même population aujourd'hui qu'ils vivent le pire de ce qu'ils ont décrié hier. Et je dis, c'est une aberration. Il n'y a pas photo. Ce qu'on a connu sur Boni Yahi, que ces derniers ont décrié pour avoir l'adhésion populaire, parce que nous sommes un État de droit, un État démocratique. Ils sont venus installer aujourd'hui le pire. Et le chef de l'État, dans ses propos, dit que lui gouverne par convenance dans un État démocratique. Et ce sont ces déclarations le 1er août également. Et vous me dites aujourd'hui qu'on est dans un État de droit et que déjà à 2 ans nous savons où nous allons et qu'il n'y a pas comme ça que ceux qui partent ne sont pas des exilés politiques. Vous voulez qu'on les foute tous d'abord en prison? En tout cas, chacun a son regard. Nous allons avec votre... chacun a son regard. Il faut rappeler comme aux téléspectateurs et à Narcisse même qui parle que M. Nelson Mandela, père son âme, que nous respectons aujourd'hui, a fait la prison. Il a fait la prison. Avant d'être célèbre. Il a assumé. Il n'avait pas fui la prison.
Donc les plus forts, les hommes, les célébrités de ce monde, c'est des gens qui ont eu le courage d'assumer les responsabilités. Là, vous faites allusion à Tawa en même temps. C'est des gens qui ont eu le courage de répondre devant leur justice, de faire confiance à la justice de leur pays. C'est des gens qui ont eu le courage de répondre des faits dont ils avaient été donc accusés. Et si tu c'est de permets, ça qu'il par s'agit. rapport à ça, mais lorsque l'on se refuse, d'accord, de répondre de ces responsabilités, de fuir ces responsabilités, et qu'on ne veut pas répondre de la gestion qu'on a eu à faire. Narcisse Ressoul, tout à l'heure, tel qu'il paraît, c'est comme si la justice n'avait pas raison d'interpeller Djenotin Fatouma et tous les autres anciens ministres pour leur gestion qu'ils avaient eu à faire. Comment est-ce que vous pouvez gérer une affaire publique, des dossiers publics, des fonds publics? On n'a plus que 5 minutes. Dites rapidement. Écoutez ceci, Félicien Fagnon, dans la discipline. Courant novembre 2017, Fatouma Amadou Djibril, j'ai la parole, s'il vous plaît. Courant novembre 2017, ainsi parlait Fatouma Amadou Djibril. Depuis, elle insiste, son exil est lié contraint, dit-elle. Ils ont monté un autre dossier pour dire malversation de riz japonais. Ils m'ont convoqué à la BEF avec certains cadres de l'ONASA. J'ai dit, ce n'est pas le ministre de l'Agriculture qui s'en occupe, c'est le ministre du Commerce. Et voilà, la communication du ministre du Commerce. Et 24 heures après, on m'a finalement libéré. Et alors, pourquoi elle fut? Pourquoi elle a quitté alors le pays finalement? Après si ça, on lui a trouvé un autre dossier. Si elle a pu répondre devant la BEF, d'accord, si elle a pu s'expliquer comme ça et qu'elle a été comprise, mais pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le juge si elle est convoquée aussi là-bas pour s'expliquer et dire, d'accord, qu'elle n'est pas impliquée dans les dossiers pour lesquels on la convoque? Pourquoi ne pas le faire et elle trouve l'opportunité d'aller en France, de rester là-bas et elle dit qu'elle est exilée politique? Non, si elle n'avait pas les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens de s'exiler, ils font quoi? Ils acceptent de répondre devant la justice et ils vont en prison. Parce que ceux qui ont les moyens aujourd'hui de vivre en France, ils vont là-bas. Félicien, vous avez compris sur la question. Oui, Narcisse Ressoul, sur la question. C'est bien triste. Quand on nous ramène Nelson Mandela a fait 25 ans en prison à cause de l'arbitraire. Et c'est ça aujourd'hui qui inspire des leaders ou bien qui inspire des jeunes ou bien des citoyens. Il aurait pu fuir. Vous n'avez pas la parole. Pour dire Nelson Mandela, tout le monde connaît cette triste histoire. Et Nelson Mandela pouvait finir en prison et ne plus sortir pour être aujourd'hui le leader qu'il soit. Donc c'est Dieu merci, c'est par chance. Ce qu'il voudra dire, c'est cet arbitraire-là qui nous inspire aujourd'hui au Bénin. Et moi je dis, ces temps sont révolus. Les temps dictatoriaux sont révolus. Observez, quand on a fait les 17 ans des Soukérékou, que ça soit la Soninkog, que Kaka Sobepa, BCB, c'est le temps de détruire l'économie du pays. C'est le temps, parce que quand vous n'avez pas de voix contradictoire, vous pensez que ce que vous faites est toujours bien. Et vous ne pouvez pas tout contrôler tout le temps. Il faut des voix discordantes dans le pays. Et quand on l'a fait, on a fini par voir le résultat. La sagesse, ce qu'on reconnaît à Kérékou... Vous parlez, hein? S'il vous plaît, La sagesse, ce qu'on reconnaît à Kérékou, c'est d'avoir eu l'humilité à un moment donné, de reconnaître qu'il avait le dos au mur et qu'il faut mettre la balle à terre. Et pour repartir, c'est ce qui nous a valu la démocratie. Et j'ai rappelé ici tantôt qu'à l'époque même, il y avait des Béninois qui soutenaient encore que c'était bon, qu'on pouvait encore continuer. Malheureusement, aujourd'hui, là où nous en sommes encore, c'est que nous appartenons ce chemin-là. Et dangereusement, nous descendons de la vie démocratique, de la politique démocratique. Décidément, le temps ne nous permettra pas d'aller plus loin que cela. Chez Télévisateur, nous verrons bien avec nos invités dans quelle mesure revenir sur le sujet visiblement très passionnant. Vous m'empêchez de parler et vous avez laissé vous empêcher de parler. Supposez exiler politique sous le nouveau départ, un peu de discipline, s'il vous plaît, corollaire de la lutte contre la corruption ou de la chasse aux sorciers, c'est bien le thème. Et donc, la parole à Félicien Fagnon pour... en définitive, tirer la conclusion qui s'impose au regard de ce qui se dit par rapport à tous ces Béninois qui ne sont plus sur le sol béninois. Que diriez-vous et quel est votre appel à leur endroit? Ce sera votre conclusion. Ensuite, votre vis-à-vis aura 30 secondes. Je voudrais dire à nos téléspectateurs qu'au Bénin, tout va bien. Au Bénin, il n'y a pas de problème. La justice béninoise se porte très bien. Elle continue de faire son travail comme cela se doit. Ceux qui intoxiquent les gens à l'étranger, c'est des gens qui ont les moyens de prendre de l'avion, de voyager, de vivre dans les hôtels, de rester à Paris et hors du pays donc pendant des années sans problème. Mais les pauvres Béninois qui n'ont pas ces moyens-là,
Ils sont là, ils sont soumis aux lois et règlements du pays sans difficulté. Ceux qui crient aujourd'hui, on n'a qu'à bien les observer, c'est des multimilliardaires, c'est des millionnaires. C'est ceux qui avaient gouverné hier, c'est des gens qui avaient été ministres DG, c'est eux qui crient. C'est des gens qui aujourd'hui n'ont plus la facilité de manger comme ils avaient mangé hier et de façon illégale. Le bas peuple ne crie pas, le bas peuple n'a pas de problème. Nous n'avons pas entendu les populations marcher pour dire qu'il y a certains problèmes. Ceux qui crient, ceux qui dénoncent, c'est les gens qui avaient mangé hier et qui aujourd'hui n'ont plus la possibilité de manger. Merci, et donc, le Bénin se porte très bien. Le Bénin se porte très bien, signé Félicien Fayon, Nassis Ressou. 30 secondes, très rapidement, malheureusement. Je n'ai plus à défendre, au regard de cette déclaration, à défendre même nous, bas peuple dont on parle, qui nous portons bien. Parce que nous observons, nous vivons cela et il n'est même plus question de répliquer à cela. Tout le monde sait comment va le Bénin. Tout le monde le sait, d'ici et d'ailleurs. Le Bénin va très mal et il n'est plus question de chercher à défendre qui que ce soit. Votre adresse, tu le dis, ma adresse. Oui, chacun prendra sa responsabilité. S'il y a responsabilité à prendre, il faudrait d'abord que le jeu soit équitable. Et là où nous sommes, le jeu démocratique n'est plus équitable. Et nous prions Dieu pour que... vous parlez. Et nous prions Dieu. Nous parlons encore aujourd'hui pour continuer de parler. C'est votre mot de la fin, s'il vous plaît. Nous parlons encore aujourd'hui pour continuer de parler demain. Et si... il arrivait qu'on ne parlera plus, et s'il arrivait qu'on ne parlera plus demain, ici nous l'avons quand même dit, et ça sera un souvenir. Merci à vous, Nassis Ressou, merci aussi Félicien Fayon, mesdames, messieurs. Ainsi va l'actualité au pays. Ce fut un plaisir de vous savoir toujours fidèle au rendez-vous. Demain, c'est un autre jour pour d'autres faits à développer, mais très bientôt, nous retrouverons encore nos débatteurs du jour, pourquoi pas. Cette citation, enfin, de l'écrivain français Jean de La Bruyère, avant de vous fausser définitivement compagne. On ne doit pas juger du mérite de l'homme par ses grandes qualités, mais par l'usage qu'il en sait faire. Merci pour l'attention.